Voilà, nous allons donc continuer le cours. Comme je vous avais dit tantôt, après avoir vu l'insuffisance rénale chronique, hein, on a vu les causes, on a vu les conséquences et tout, etc. Ici, maintenant, je vais vous présenter quelques petits tableaux sur des pathologies. Bon, même si la physiopathe, elle concerne surtout l'adulte, mais je vous l'ai dit que vous pouvez comprendre au moins pourquoi est-ce que on peut avoir de l'hypertension artérielle néphrogénique. Voilà. C'est tout simplement important pour que vous puissiez vous rappeler que même chez les enfants, on peut avoir un problème d'hypertension et que lorsque vous avez des patients qui ont une insuffisance rénale, il faut considérer qu'ils sont à risque de présenter l'hypertension artérielle. Donc, j'insiste sur ça. Parmi les questions que vous pourriez avoir à l'examen, ça serait justement parmi les signes que vous devez signer des glomérulopathies ou de néphropathie, il faudrait relever aussi l'existence de l'hypertension artérielle. Voilà, si vous avez ça, c'est déjà bien. Alors, l'hypertension artérielle, c'est une complication qui est fréquente dans les maladies qui touchent les reins. Et alors, et qui aura comme conséquence une anomalie de perfusion du néphron. Le néphron, c'est l'élément fonctionnel du rein. Quand vous avez une anomalie de perfusion, comme je vous l'ai dit, il y aura une augmentation de la rénine et donc la libération accrue de la rénine qui va s'accompagner d'une diminution de l'excrétion de l'eau et de sodium. Ici, l'excrétion de l'eau et du sodium qui va diminuer et c'est ce qui sera à la base de l'hypertension artérielle. Et donc, parmi les causes de l'hypertension artérielle, vous pouvez avoir des causes qui sont liées à une anomalie de perfusion du néphron, comme je vous avais dit, si l'artère rénale présente une sténose, ça peut expliquer cela. Lorsque vous avez une sécrétion accrue de la rénine, ou bien encore lorsque vous avez l'athérosclérose chez les adultes et tout, etc. Ce sont tous des facteurs qui peuvent expliquer l'hypertension artérielle néphrogénique. Donc, en deux mots, sur cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est que l'existence, la possibilité d'avoir de l'hypertension artérielle aussi en âge pédiatrique. L'hypertension artérielle en âge pédiatrique n'est pas liée aux facteurs type athérosclérose, même si on a aussi des hyperlipidémies en pédiatrie qui peuvent expliquer qu'on ait ces genres de pathologies, mais c'est surtout lié aux causes néphrogéniques. Donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, mon truc ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne parviens pas à diriger mes diapos. Là, excusez-moi. Voilà, ça marche. Donc, voilà. Euh, alors, il y a une autre complication que l'on a facilement au cours de l'insuffisance rénale. Ce sont les anémies. Disons, c'est l'anémie au cours de l'insuffisance rénale. L'anémie au cours de l'insuffisance rénale, elle est due surtout à quoi? À une perturbation dans la production de l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, vous savez que c'est une cytokine qui est produite essentiellement par le rein. Elle est indispensable pour l'érythropoïèse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au cours de l'insuffisance rénale, la production de l'érythropoïétine devient insuffisante aussi. Elle est diminuée ou bien elle n'est pas adaptée. Et par conséquent, l'érythropoïèse, c'est-à-dire la différenciation des cellules souches
qui doivent devenir des globules rouges et qui doivent transporter l'oxygène, cette différenciation-là diminue. Elle est perturbée au niveau de la moelle osseuse et donc on aura comme conséquence une anémie. Cette anémie sera comment? C'est une anémie qui sera normochrome, normocytaire et hypogénérative. C'est la chose la plus importante à retenir, c'est que une anémie au cours de l'insuffisance rénale, c'est une anémie hypogénérative. Comment est-ce que je peux savoir qu'elle est hypogénérative? En faisant la numération des réticulocytes. Parce que les réticulocytes sont des cellules jeunes qui qui marque l'activité de la moelle, de l'érythropoïèse. Lorsque ces cellules jeunes sont diminuées, le taux de- elles indiquent un fonctionnement réduit de la moelle. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire le dosage des réticulocytes. Ça, c'est important. Il faut, c'est un examen qu'il faut rechercher au cours de l'insuffisance rénale chronique. Donc, au cours de l'insuffisance rénale chronique, nous sommes en train de voir certaines manifestations cliniques. Un, l'hypertension artérielle, avec tous les signes que vous pouvez avoir, des maux de tête, des vertiges, épistaxis et tout. Il faut juste retenir ça. Glomérulopathie, ça signifie aussi hypertension artérielle. Deux, anémie. Mais c'est une anémie, ce n'est pas une anémie hémolytique. C'est une anémie de faible production de sang. Donc, elle est hypogénérative. Et pour la définir, qu'est-ce qu'on fait? On fait le dosage des réticulocytes. Quels sont les signes cliniques? Bon, bien sûr, c'est la pâleur, la fatigue, l'asthénie, essoufflement à l'effort. On peut avoir aussi des douleurs thoraciques, etc. Donc voilà, ça c'est un truc que vous devez retenir. Voici le mécanisme et les signes. Ce sont des belles images que je vous laisse, que vous puissiez voir. Quelles sont les conséquences? Dans l'état normal, l'EPO est produite en bonne quantité et donc on a beaucoup de globules rouges qui sont produits. Quand l'EPO est diminué, vous voyez, la quantité de globules rouges qui est produite est aussi diminuée. Et parfois, semble-t-il qu'on peut avoir des problèmes d'hémorragie du tube digestif. Les signes cliniques, hein, on a vu fatigue, céphalée, fatigue à l'effort, douleur thoracique, etc. Alors, je vous avais dit aussi que le rein avait une autre fonction endocrinienne, c'est le mécanisme de la gestion phosphore-calcium. Ben voilà. Au cours de l'insuffisance rénale, normalement, oui, vous savez que la vitamine D, c'est le soleil, on stimule, et puis, bon, vous connaissez tout ça, le calcium va dans les os. En cas d'insuffisance rénale, il y a une réduction de la production du carcitriol. Il y a une diminution donc de l'utilisation de calcium, et donc l'os va être un os ostéoporotique, donc fragile. Et vous savez qu'il y a un lien entre la production de la parathormone et le calcium. Bon, ça, vous pouvez retenir ça pour votre culture, mais cette image est belle, j'ai tenu à vous la donner. Maintenant, on va terminer sur ce chapitre de l'insuffisance rénale avec la prise en charge. Lorsque vous avez une insuffisance rénale, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge? Et prendre en charge, ça signifie nettoyer le sang des déchets. C'est l'épuration qu'on va faire en dehors des reins. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, il y a ce qu'on appelle l'hémodialyse. L'hémodialyse, donc, c'est un système qui permet de remplacer la fonction du rein par une machine à travers laquelle le sang va circuler et les déchets vont être retirés
est jeté et le bon sang rentre de nouveau dans la circulation. Aujourd'hui, à l'hôpital La Mouya, je pense, il y a, ou bien c'est à Dipumba, il y a un appareil de dialyse. Mais un appareil de dialyse seul ne suffit pas, mais c'est toujours mieux que rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la dialyse? Juste des choses pratiques. Il faut un bon abord veineux. Je pense que vous en avez parlé la fois passée. Alors, les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils appellent des shunts artéro-veineux pour ne pas piquer tout le temps le malade. Parce que le malade qui doit faire la dialyse va subir cette session de dialyse qui va durer entre 2, 3 heures, parfois même 4 heures. Et il doit en faire trois, on va dire entre 2 et 3 séances semaine. Il faut enlever les déchets et pour que son sang soit bon et pour qu'il n'ait pas toutes les complications liées à l'insuffisance rénale. En général, cette dialyse va se faire dans un centre et alors il faut aller dans le centre. Maintenant, les limites de cette dialyse, c'est le coût. Non. Pourquoi est-ce que nous avons un coût élevé de dialyse dans notre pays aussi? À cause des liquides. Les liquides qu'on utilise pour nettoyer le sang, on les achète en général à l'étranger. Il y a quelques années, là, à côté de Bonzola, il y avait un laboratoire allemand, enfin Congo-allemand, qui produisait tous ces liquides-là. Donc, ça serait vraiment intéressant si on pouvait reprendre ces genres de choses dans notre pays. Donc, l'hémodialyse, vous le faites dans un centre approprié. Donc, ça signifie déplacement et tout, etc. Au moins 3 séances par semaine. Je vous donne une idée du coût. Avec l'appui du gouvernement, je pense que le malade à Kinshasa, du moins, aux cliniques universitaires, paye entre 50 et 100 $ par séance. Il ne faut pas oublier ça. C'est par séance. Bon, je ne sais pas combien ça va coûter en Bujimaï, mais très probablement, ça sera du même ordre autour de 100 $ par séance. En Europe, les patients peuvent avoir leur appareil de dialyse à domicile. Ça leur permet de ne pas devoir rentrer tout le temps à l'hôpital. Et en Europe, il y a une infirmière qui passe à la maison, qui vérifie, qui installe. Et donc, le malade reste à la maison chez lui avec un appareil de dialyse et il fait sa dialyse à domicile. Il peut arriver aussi que on éduque le patient à faire lui-même sa dialyse. Il n'y a pas besoin à ce que l'infirmière passe parce qu'il a un cathéter, bien il a une chambre qui est déjà prête. Le patient sait qu'il met son appareil, il met ses liquides, plof, 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 ça coule. Après X temps, il arrête et il a fait sa séance de dialyse. En pédiatrie, en général, et c'est ce qui se fait à Kinshasa, et il faudrait que cela se fasse aussi à Dipumba, c'est la dialyse péritonéale. Parce que la membrane péritonéale, elle a la capacité de filtrer comme les reins. Et alors, dans ce cas-là, le liquide que l'on met, au lieu de le faire passer dans les veines, le liquide, on le met, on fait un abouchement dans la cavité abdominale, donc dans la cavité péritonéale. Et c'est le péritoine qui va filtrer euh, le sang. Donc voilà. Et ça, c'est un bon système de faire une dialyse et c'est surtout indiqué en pédiatrie. C'est, c'est la règle générale, en général, en pédiatrie. Et je pense que nous devrions apprendre à faire la dialyse péritonéale au niveau du département de pédiatrie, aux cliniques universitaires de Mbujimaï. Enfin, l'autre solution, c'est la dernière, c'est ce qu'on appelle la greffe de rein, donc la transplantation rénale. La transplantation rénale, c'est la meilleure solution, mais malheureusement, il n'y a pas assez de reins pour tout le monde. Et pour pouvoir prévoir une transplantation rénale, il faut un donneur qu'on appelle HLA compatible.
Ce n'est pas la compatibilité du groupe sanguin, c'est la compatibilité des tissus HLA compatibles. Et qui peut être compatible? Généralement, ce sont les membres de famille. Mais il existe dans le monde un répertoire qui est basé sur la compatibilité des tissus, qui fait que vous pouvez être aux USA et on peut trouver un donneur qui vient de Haïti. Alors, dans nos pays à nous, en RDC, je pense que le gouvernement, le Parlement ne s'est pas encore prononcé sur les dons des organes. Le sang, c'est autre chose, c'est un organe fluide. Mais le don des organes comme tel, à cause aussi de certains abus qu'il y a dans des pays voisins. Vous avez entendu souvent qu'on dit on a kidnappé quelqu'un, on l'a amené dans un bloc opératoire, il est ressorti avec une cicatrice et on dit que bon, on a volé ses organes. Il paraît qu'au Kenya, cela se passe réellement au Kenya. En RDC, je ne sais rien dire parce que je n'ai eu aucun élément probant qui puisse me dire que cela se fasse. Mais ne vous étonnez pas si vous l'apprenez que cela se fasse aussi. Mais ça ne doit pas décourager les gens à être réticents vis-à-vis de la politique des greffes des organes. Vous savez, lorsqu'on fait la somme du coût de dialyse qu'un patient doit subir, après 2 ans, allez, mettez-vous un peu, faites un petit calcul, $100 par dialyse, 3 fois par semaine, ça fait $300 par semaine. Vous multipliez par 42 semaines, vous voyez la somme déjà que ça vous donne. Alors que les reins, nous les jetons aussi, excusez-moi d'avoir un langage de ce genre. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un fait un accident, il meurt brutalement, c'est un jeune et tout, ben, dans plusieurs pays développés, euh, dans certains pays même, la loi reconnaît le droit de récupérer les organes sur les décès, mais que c'est le membre de la famille ou le patient lui-même qui doit dire, je refuse qu'à ma mort, on prélève des organes sur mon corps. Bah, il faudrait qu'on y réfléchisse aussi. Lorsque vous avez des morts qui adviennent d'une façon brutale et tout. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des techniques pour conserver les organes. On les conserve généralement à des températures très froides pour qu'on puisse les utiliser, pour que les cellules ne se dégradent pas et on peut alors faire des greffes. J'étais dans un congrès en Algérie où il y avait une équipe du NASBEL qui a présenté des résultats de l'encouragement à faire des greffes des reins dans les pays africains. C'est des pays anglophones où ils ont démontré que c'était moins cher de recevoir un rein, soit d'un cadavre, il ne faut pas avoir peur, il y a des gens qui meurent et dont les reins sont encore bons, on peut les utiliser. Vous savez que en Europe, on ne jette pas les placentas. Les placentas, on les utilise pour extraire dessus les hormones, pas mal de choses intéressantes, même des produits de beauté qui sont faits avec les placentas. Dans le temps, les greffes de la cornée, bah, on les prenait sur les cadavres, etc. Donc, les hormones de croissance, on les prenait sur les glandes hypophysaires, donc sur les cadavres, et c'est de là qu'on extrait les hormones. Donc, je dirais que on doit avoir cette culture de solidarité, même avec les corps de nos défunts. Enfin, moi, je suis de cet avis, c'est bon, tout en respectant notre culture, notre religion et tout, nos croyances personnelles, etc. Mais il faut savoir que le corps humain peut servir à d'autres. Donc voilà, c'est juste une notion que j'aimerais bien ouvrir et je ferme la parenthèse. C'est une notion de solidarité même à travers le corps humain. Maintenant,
je voudrais aborder un autre aspect qui me semble important, toujours dans vos notions de néphrologie pédiatrique. C'est un symptôme, oui, on en a encore pour une bonne demi-heure. C'est un symptôme qui est fréquent et c'est l'hématurie. Nous en avions déjà parlé hein, d'une façon très brève. Je vous ai dit que l'hématurie, c'est la présence de sang dans les urines. Donc, c'est une présence anormale des globules rouges qui sont dans les urines. Ces globules rouges, je peux les voir avec les yeux. Alors, on parle d'hématurie macroscopique ou je ne peux les voir qu'à travers un microscope. On parle de euh, hématurie microscopique. Et en général, l'hématurie microscopique, il faut rechercher ça dans les urines du matin fraîchement émise après avoir fait la toilette génitale. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des infections urinaires, nous avons dit aussi les conditions de prélèvement. Ça, c'est une question qu'on pose souvent aux étudiants, aux jurys, mais il y a très peu qui s'en sortent, hein. Quand est-ce qu'il faut faire le prélèvement des urines? Mais enfin, le prélèvement des urines pour nos examens, en général, le meilleur moment, ce sont les urines du matin. Mais il faut faire la toilette évidemment de la région périnéaire génitale. Surtout, aussi un autre détail, les examens des urines chez les femmes qui ont déjà les règles, ou même chez les jeunes filles qui ont les règles, il ne faut pas les faire quand vous avez les règles, parce que vous allez voir dans les urines du sang. Et vous allez dire qu'il y a une hématurie. Non, ce n'est pas une hématurie, ça, c'est le sang qui est lié à la présence des règles. Donc, quand vous avez une hématurie, donc vous avez la présence du sang dans les urines, on parle d'une urétroragie quand c'est un saignement qui advient en dehors de la miction. Hématurie lorsque le sang advient lorsque j'urine. Alors, une urétroragie peut être due, par exemple, à une cause traumatique. Moi, je me souviens toujours d'une infirmière qui était vraiment compétente et qui a été licenciée dans un centre tout simplement lorsqu'elle avait mis la sonde vésicale, elle a blessé un patient et le patient a commencé à saigner. Elle a été tout de suite licenciée. Donc, c'est pour vous dire que ça, ce sont des accidents que l'on peut avoir. C'est pour vous dire aussi qu'il faut être prudent, bien respecter les règles lorsque vous voulez mettre la sonde vésicale. Moi, personnellement, je n'indique pas beaucoup de sondes, la pose de sonde vésicale, du moins chez les garçons, parce qu'il faut être assez délicat, etc. Des petits accidents, il y en a souvent eu, hein. Donc, mais je ne dis pas que c'est interdit, hein. C'est une approche qui est nécessaire. D'ailleurs, lorsque nous avons vu les infections urinaires, on a vu plusieurs techniques de prélèvement des urines. Une des techniques aussi que je rappelle, c'était la ponction suspubienne, surtout chez les petits. Alors, on peut avoir donc la contamination du sang, comme je vous l'ai dit, hein, à la suite d'une des règles, hein, ménorrhagie, ou encore on peut avoir les urines qui ont la couleur rouge à cause des médicaments. Parmi ces médicaments, il faut retenir la rifampicine. Ou bien encore, parfois, vous pouvez avoir des urines qui ont la couleur foncée, rouge, et là, c'est à cause de certains aliments comme les betteraves. Les betteraves, sont des espèces de tubercules qui ont une couleur rougeâtre et qui sont utilisés en Europe pour extraire le sucre. En Europe, vous n'avez pas que le sucre de canne, canne à sucre, mais vous avez aussi le sucre à partir de la betterave. Mais vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle l'hémoglobinurie que nous avons déjà vu, je pense, avec vous aussi, puisqu'on a parlé de la Blackwater Fever, je me rappelle plus, oui, 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 avec vous, dans le cours des maths, on a parlé de l'hémoglobinurie au cours de la drépanocytose, au cours de la malaria et tout. Dans ce cas-là, les urines sont rouges bordeaux, comme on dit, ou bien encore lorsque vous avez
une protéine qui vient des muscles, c'est la myoglobine, lorsque vous avez un traumatisme des muscles, et cette myoglobine peut être excrétée, donc éliminée à travers les urines, et ça vous donne une coloration rougeâtre ou rouge foncé. Par exemple, pour l'hémoglobinurie, comme l'hémoglobine va s'oxyder, elle va donner alors une couleur plutôt foncée, on va dire plus ou moins une couleur Coca-Cola. Et alors, pour faire le diagnostic de l'hématurie, vous vous rappelez, on a vu dans la leçon précédente qu'il faut utiliser la bandelette urinaire ou la tigette urinaire. Cette bandelette urinaire va vous permettre de voir, on va voir cette fois-ci une image de la bandelette, comme ça vous allez comprendre, va vous montrer qu'il y a des traces de globules rouges dans les urines. Sinon, en dehors de cela, comme on l'a vu tantôt, il faut examiner les urines à travers le microscope. Alors, quels sont les mécanismes qui sont à la base des hématuries? Ça, c'est important à retenir. Les hématuries peuvent être d'origine urologique, l'urologie, ou d'origine néphrologique. Donc, les hématuries urologiques, en général, elles sont dues à une lésion anatomique du parenchyme rénal ou de l'urothélium euh, qui met en communication des vaisseaux sanguins avec la lumière des voies excrétrices urinaires. En général, c'est euh, le sang qui va se cumuler dans le calice et qui va être éliminé à travers l'urètre. Ça, c'est les mécanismes urologiques des hématuries. Par contre, les hématuries néphrologiques sont en général, il y a une petite nuance, hein, c'est pour ça que j'aime bien cette classification, sont dues à un passage de globules rouges à travers le néphron, à travers la glomérule. La glomérule, on a vu, c'est des vaisseaux qui se tournent et puis qui sont, vous vous rappellerez donc l'histologie hein, du glomérule, et il y a une membrane basale à travers laquelle il y a des trous, la membrane basale. Eh ben, c'est une anomalie donc de la membrane basale glomérulaire qui est altérée et qui fait que les hématies passent à travers la membrane glomérulaire et vont alors dans les voies excrétrices du rein. Et ça, c'est lié justement à quoi? Lié aux glomérulopathie. Alors, c'est la glomérulonéphrite mésangiale, glomérulonéphrite IgA, glomérulonéphrite, enfin, il y a plusieurs noms, hein, donc il y a plusieurs classifications de ces anomalies de la membrane basale des glomérules qui peuvent être d'origine congénitale ou d'origine acquise, due à des infections ou à des dépôts de substances comme l'amyloïdose au niveau de la membrane basale, etc. Alors, la caractéristique des hématuries néphrologiques, c'est qu'en général, il n'y a pas de caillots dans le sang, tout simplement parce que il y a dans les urines l'urokinase qui va détruire les caillots, qui a un effet fibrinolytique. Donc ça, c'est un des signes importants entre une hématurie d'origine urologique, par exemple un traumatisme, j'ai mis la sonde, on saigne, et quand vous voyez le patient, il urine aussi des caillots qui sortent. Une hématurie néphrologique, en général, il n'y a pas de caillots. Mais on peut quand même observer dans ces urines, au microscope, ce qu'on appelle des cylindres. Les cylindres hématiques, ça signifie des globules rouges qui ont traîné dans les tubules et avec la sécrétion de mucus se sont collés et elles donnent une espèce de... et elles vont donc prendre l'empreinte des tubules
dans lesquels ces globules rouges ont circulé et on peut les éliminer donc avec un amas de globules rouges qui est collé avec des mucus, etc. Et ça donne donc ce qu'on appelle les cylindres hématiques. Et aussi, une autre caractéristique, c'est que ces globules rouges qui sont d'origine glomérulaire, hein, donc d'origine néphrologique, sont en général déformés. Ce sont des globules rouges avec des pointes. Ce sont des acanthocytes, donc des globules rouges en épines. Et enfin, une autre chose qu'on trouve en général lorsqu'on a une hématurie d'origine rénale, parce que si les globules rouges passent, les petites molécules plus petites que les globules rouges vont aussi passer. Et souvent, ce sont aussi les protéines qui passent. Donc, comment pouvez-vous différencier une hématurie d'origine urologique d'une hématurie d'origine néphrologique? Un, dans l'hématurie néphrologique, je ne trouve pas de caillots. Deux, je peux trouver des cylindres et trois, je peux trouver des protéines. Si vous retenez ça, vous saurez répondre aux questions parce que je pourrais vous donner un cas clinique. Je vous dis que Chihuahua a présenté des urines. Chihuahua, il a 14 ans. Il a présenté des urines colorées, rougeâtres. La maman se préoccupe. On va à l'hôpital et l'infirmière utilise une tigette. Elle trouve que dans la tigette, il y a des protéines et tout, etc. Le technicien du laboratoire a vu au microscope, il a vu des empreintes en forme de tuyaux, ce qu'on appelle des, des cylindres, et qui sont rougeâtres, des choses comme ça. Bon, et je vais vous poser la question, quelles sont les hypothèses étiologiques que présente Chihuahua? Glomérulonéphite post-streptococcique, un coup qu'il a reçu dans le ventre en jouant au football. Je peux mettre trois, quatre réponses comme ça et vous devez choisir la bonne réponse. Alors, le diagnostic de l'hématurie, comme je viens de vous dire, macroscopique, vous voyez vous-même, et généralement, quand vous regardez au microscope et qu'on fait la numération, on va trouver plus de 500 globules rouges par millilitre. Alors, la bandelette urinaire, on écrit aussi BU en sigle, ou bien tigette urinaire, tigette ou bandelette urinaire sont des synonymes. Elle détecte l'activité préoxydasique qui est catalysée par les hémoprotéines à un seuil de 5 globules rouges par millilitre. Et donc, la sensibilité est bonne, elle est de 90%, avec malheureusement parfois des cas de faux positifs. On a des faux positifs lorsqu'on a des urines euh, qui sont dues à une hémoglobinurie ou encore à la rhabdomyolyse, c'est-à-dire la lyse des cellules musculaires, hein. Et donc là, ça peut être faussement positif. Et, euh, et à ce moment-là, il faut faire un examen cytologique, SCBU, pour exclure justement, bien encore une coloration rouge, comme je vous ai dit, lorsque quelqu'un a mangé des betteraves, hein, ou bien encore les maloubénis, les mûres. Les mûres sont des espèces de fruits, là, je ne sais pas si vous avez les mûriers, des fruits là qui donnent un fruit, quand il est mûr, il devient noirâtre, rouge, et quand vous mangez ça, ça colore même les lèvres. Ou bien encore, lorsque vous avez pris des médicaments comme la rifampicine. Alors ici, je vous montre une image qui vous montre ici des urines qui sont rougeâtres. Ça, c'est une hématurie. Vous savez aussi que vous pouvez classifier les types d'hématurie en fonction des vers qui recotent les urines, au début, au milieu, à la fin, etc. Alors, vous direz c'est une hématurie terminale, une hématurie initiale ou une hématurie intermédiaire. Mais en général, la terminale, c'est à la fin de la mission. Et vous savez que si elle est terminale, vous pouvez imaginer l'origine de cette hématurie. Si elle est initiale ou bien constante,
pouvez imaginer d'où est-ce qu'elle vient. Une hématurie qui vient du rein, elle sera constante, puisque les globules rouges sortent à partir du rein, vont passer dans tout le système. Une hématurie terminale, c'est celle, par exemple, qui est dans le réservoir, qui c'est à la fin ou autre que je vois des gouttes qui sortent. Donc voilà, vous avez des astuces qui peuvent vous permettre de définir le type d'hématurie à la fin ou au début de la miction. Alors, le dépistage d'une hématurie microscopique va se faire avec une bandelette. Il faut le faire d'une façon systématique. Lorsque vous êtes devant un patient qui présente une hypertension artérielle, qui présente des œdèmes, qui a une insuffisance rénale, chez un patient qui a des antécédents dans la famille de maladies rénales, ou encore un patient qui a une maladie auto-immune, etc. Alors, je voulais terminer cet aspect en vous montrant une bandelette urinaire. Alors, la bandelette urinaire, il y a plusieurs types de bandelettes urinaires. Il y a, dans notre contexte, il y a, je pense, ce qu'il y a, c'est les bandelettes urinaires avec 9 paramètres. Ici, on va compter le nombre de paramètres qu'il y a. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, c'est une bandelette avec 8 paramètres. Alors, il y a des bandelettes avec 2 paramètres. Il y a des bandelettes avec 12 ou 14 paramètres. Donc, c'est intéressant. Alors, d'un côté, vous avez, donc vous avez une tige, hein, c'est comme une tige, c'est ça la bandelette, sur laquelle il y a des petits carrés, des petites substances. Il y en a 12 qui ne sont pas normalement colorées lorsque vous ne plongez pas ça dans les urines. Quand vous plongez ça dans les urines et on vous dit d'attendre 15 secondes ou 30 secondes, vous enlevez la bandelette. Vous attendez le délai de temps qu'on vous dit avant de lire. Et ça, c'est le tableau, si vous voulez, de référence de la bandelette qui vous permet de comparer les couleurs que vous allez observer sur la tigette avec les couleurs que vous avez sur la bandelette. Alors, on commence par exemple ici. Ça, c'est la bandelette qui montre les leucocytes, donc les globules blancs. Quand c'est négatif, vous voyez que pratiquement votre bandelette ne change pas de couleur. Au fur et à mesure qu'il y a le nombre de globules blancs qui augmente, la bandelette change de couleur. Et là, par exemple, elle devient violette et fortement violette. Et on estime aussi qu'à ce moment-là, vous avez environ 500 globules blancs par millilitre si la bandelette est fortement foncée, comme ça, comme vous voyez là sur mon curseur. Deuxième paramètre, par exemple, c'est le paramètre des nitrites. Les nitrites, c'est négatif. Bon, ça n'a pas, pratiquement pas changé de couleur. Mais par contre, quand le nitrite devient positif, fort positif, très foncé ou légèrement positif, à ce moment-là, vous savez que c'est, vous savez que, il y a une infection urinaire. Vous suspectez l'infection urinaire parce que la bandelette, elle est positive. Alors, c'est la même chose. Un autre paramètre, ce sont les protéines. Les protéines, quand il n'y en a pas, bon, là, c'est négatif. Et au fur et à mesure qu'il y a les protéines qui sont présentes dans les urines, vous voyez, on vous met une croix, 2 croix, 3 croix, et ça correspond aussi à, si vous voulez, à une certaine quantité, une estimation de quantité dans les urines. Par exemple, quand vous avez plus de 30 milligrammes de protéines par millilitre, ça vous indique une couleur fort foncée. Voilà. Et ici, voilà, maintenant, pour ce qui concerne le sang, quand il n'y en a pas, c'est négatif, ça reste plus ou moins orange. Quand il y a du sang, ça change de couleur. Et vous voyez là, quand il y a beaucoup de sang, c'est une couleur vraiment fort foncée. D'autres paramètres intéressants, c'est par exemple la présence de sucre. Pourquoi c'est intéressant de rechercher la présence du sucre? Parce que n'oubliez pas, on a dit que les causes de glomérulopathie
de néphropathie, c'est aussi le diabète. Donc, quand vous voyez, ça change de couleur, ça devient foncé et tout, etc., ça signifie qu'il y a beaucoup de sucre dans les urines. Donc, vous voyez que cette bandelette urinaire, finalement, c'est un petit laboratoire de poche. Et c'est pour cela que j'insiste pour que vous puissiez maîtriser l'utilisation de la bandelette. La bandelette, il ne faut pas, elle n'est pas utilisée, oui, elle est utilisée par le biologiste, le technicien en laboratoire, mais le clinicien doit être en mesure d'utiliser une bandelette. Ça, c'est une bandelette urinaire. Il existe des bandelettes aussi que vous allez utiliser pour étudier, pour savoir si vous avez l'hypoglycémie ou pas, ou l'hyperglycémie. Ce sont des bandelettes qui vont vous reporter seulement la présence de sucre dans le sang. Quand c'est par exemple une couleur bleue, ça signifie qu'il y a l'hypoglycémie. Quand vous avez une couleur très rouge, ça signifie que le taux de sucre dans le sang est très élevé. Ça, ce sont des bandelettes euh, qui vous permettent de mesurer des paramètres dans le sang. Donc, les bandelettes ne servent pas que dans les urines. Il y a des bandelettes qu'on utilise aussi pour mesurer ce qu'il y a dans le sérum. Alors, je pense vraiment que c'est important que vous puissiez maîtriser l'utilisation de la bandelette urinaire parce que c'est un des outils essentiels en néphrologie et qui va vous permettre de faire donc le diagnostic des glomérulonéphropathies. Alors, quelle est la valeur localisatrice d'une hématurie macroscopique? Donc, celle que vous voyez avec les yeux. Je vous l'ai dit tantôt, non? Une hématurie macroscopique peut être parfois d'origine néphrologique aussi, lorsqu'elle est totale, sans douleur, sans caillot et sans brûlure mictionnelle. En général, ça ne donne pas des douleurs. Lorsque maintenant vous avez une hématurie macroscopique qui est d'origine urologique, elle peut être isolée ou accompagnée de douleurs, de caillots, brûlures mictionnelles. Elle est soit, je l'ai dit tantôt, initiale, donc elle vient des voies urinaires, on va dire urétro-cervico-prostatiques, soit elle est terminale lorsqu'elle est vésicale, soit elle est totale, c'est-à-dire elle parvient de l'arbre urinaire et surtout du rein, et on la retrouve durant tout le long de la miction. Et le test que vous utilisez, c'est le fameux test des trois verres. Donc, les verres, vous mettez un contenant qui prend les premières quantités d'urine et puis vous passez dans les deuxièmes contenants et puis le troisième contenant. Donc, vous prenez comme si vous prenez un verre comme ça, le patient urine, et puis vous prenez un deuxième verre, il urine, et vous voyez que les urines apparaissent seulement dans le premier verre. Le deuxième, il est clair, le troisième, il est complètement clair. Alors, vous allez dire que ça, c'est une hématurie initiale. Elle intéresse l'urètre ou au niveau ou la prostate. Et lorsqu'elle est terminale, c'est quand le patient arrive à la fin, puisque le sang va stagner dans le fond hein, de la vessie et parfois il pousse et à ce moment-là, il y a des gouttes de sang qui sortent. Alors, question, dans la bilharziose, comment est l'hématurie? Ce sont des questions d'examen hein, que vous aurez. Hein. On va vous poser quelles sont les causes d'hématurie dans notre contexte. N'oubliez pas de penser à la bilharziose. Quelles sont les autres causes d'hématurie dans notre contexte? N'oubliez pas, hématurie urologique, ce sont les calculs des lithiases. Et nous avons des lithiases aussi chez les enfants. Donc, quand vous allez faire pipi, vous avez les coliques, ce qu'on appelle les coliques rénales, une grosse forte douleur, et puis le patient va uriner. Parfois, il va éliminer le petit calcul et ça peut être suivi de traces de sang. Voilà, enfin, on va terminer avec cet arbre décisionnel. Bon, je vous le propose, vous allez le retenir, c'est bon pour vous.
c'est un arbre décisionnel qui vous permet de distinguer l'hématurie macroscopique de l'hématurie microscopique. En général, l'hématurie macroscopique, vous regardez avec les yeux. L'hématurie microscopique, l'outil que vous devez avoir, c'est la bandelette ou tigette urinaire. Alors, en cas d'hématurie macroscopique, vous savez, c'est l'arbre décisionnel, il passe d'un côté comme de l'autre. Ça vous permet d'arriver à une bonne conclusion sur base d'un raisonnement. Alors, supposons qu'ici, on a une hématurie macroscopique qui est associée à des signes d'appel urologique. Nous trouvons des caillots, le patient a de la fièvre, il a des douleurs abdominales et il présente une cystite. Tout cela est présent, donc vous vous dites ici, c'est probablement d'origine urologique probable. Pourquoi urologique? Parce que nous avons vu dans la diapo précédente que euh, l'urologie, c'est tout ce qui concerne les voies urinaires excrétrices. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites les CBU, hein, l'échographie rénale et vésicale, et vous pouvez faire un scanner, vous pouvez faire une urographie ou bien encore une cystoscopie. La cystoscopie, c'est donc un peu comme la fibroscopie. En fait, la cystoscopie, c'est la fibroscopie. Aujourd'hui, il existe des fibroscopes, de cystofibroscopes pédiatriques, et on les utilise de plus en plus chez les enfants par les chirurgiens pédiatres pour aller identifier justement les causes de saignement ou les causes de l'anomalie rénale. Et alors, quand vous faites ces examens, la cystoscopie, parfois, elle peut vous dire il y a une tumeur au niveau de la vessie, ou encore une tumeur rénale, ou encore il y a la présence de calculs. Et dans ce cas-là, quand c'est absent, vous allez surveiller et vous allez refaire. Maintenant, le patient présente ces signes-là, mais vous ne les trouvez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une bandelette urinaire. Et la bandelette urinaire seule ne suffit pas. Vous devez faire les CBU. Vous faites donc la cytologie urinaire et vous quantifiez la quantité de globules rouges dans les urines en dehors de l'épisode d'hématurie macroscopique. Oui, ça, c'est un petit détail important. Euh, Si vous avez exclu tous ces signes-là, donc douleur, brûlure à la miction, douleur à la région lombaire, fièvre, présence de caillots dans les urines, vous allez penser à une microscopie, à une hématurie microscopique. Vous faites la tigette, vous faites la numération. Mais alors, ne faites pas la numération puisque maintenant on a exclu la macroscopique. On passe on va se dire, elle peut être d'origine rénale. Et alors, à ce moment-là, on va faire l'examen des urines en dehors de l'épisode de l'hématurie macroscopique. S'il a uriné du sang aujourd'hui et que j'ai vu avec les yeux, je, je l'examine évidemment comme une hématurie macroscopique, mais une semaine après, il n'a plus les urines teintées de sang. Je fais l'examen justement à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, je vais peut-être identifier une hématurie microscopique. Et si elle est microscopique, je commence à suspecter une néphropathie, glomérulonéphropathie. On commence à voir l'hypertension, les antécédents. Est-ce que c'est un enfant qui a déjà eu des édèmes, l'hypertension? Je fais la créatinine. Est-ce qu'elle est élevée? Je fais la filtration glomérulaire. On étudie le rapport entre protéines et créatinine je fais la microalbuminurie, je fais la cytologie, je demande l'échographie et tout, etc. Et puis, les résultats négatifs, donc c'est une hématurie isolée. Si le résultat est positif, alors à ce moment-là, je pense directement à une néphropathie glomérulaire de différents types, hein. Et à ce moment-là, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, en néphrologie, on aboutit souvent à la biopsie rénale. Sauf quand on suspecte, par exemple, que c'est une glomérulonéphrite
membranaire, cortico-sensible. Ça ne sert à rien de faire la biopsie tant que le patient est sensible aux corticoïdes. Du moins, ça, c'est certain courant. Maintenant, je ne sais pas ce que les néphrologues vont vous dire, mais moi, j'ai retenu cela. Bon, les avis peuvent changer, hein. En général, on ne fait la biopsie que quand il ne répond pas aux corticoïdes. Maintenant, lorsque l'hématurie est isolée, bon, ça concerne les adultes et tout, etc. Vous voyez ici, quand il s'agit d'un patient africain, il ne faut pas oublier la bilharziose. Autrement aussi, vous avez l'exposition à des produits toxiques. Et enfin, lorsque tout cela est présent, vous allez faire les autres examens que nous avons vus tantôt, l'échographie, la cystographie, le scanner et tout, etc. Donc cet arbre décisionnel, à mon avis, il est intéressant, hein. Il n'est pas que pour les enfants, c'est un arbre décisionnel de la néphrologie générale. Ça concerne l'adulte et ça concerne aussi les enfants. Je trouve que c'est important que vous puissiez avoir cette notion de pouvoir vous dire devant une hématurie comment est-ce que nous nous comportons pour arriver au diagnostic et pour orienter le patient à un meilleur traitement. Voilà, je voudrais m'arrêter ici, hein. Donc, avec ces 2 heures de néphrologie, je vous ai donné les choses essentielles. Bon, nous pourrions reprendre d'autres aspects, peut-être pour vous permettre de mieux. Et si vous avez des pathologies que nous n'avons pas vues, parce qu'il y a d'autres pathologies comme par exemple le néphroblastome, vous l'aurez vu en oncologie ou en pathologie, etc. Donc, je ne le développe pas, mais à mon avis, il m'a semblé important de vous développer les syndromes qui sont importants. On avait vu le syndrome néphrotique, vous savez comment ça se manifeste. Je ne fais que répéter cela. Les causes, il y en a plusieurs. Je vous ai mis des tableaux avec les causes et tout, etc. En tout cas, à mon avis, à ce point-ci, vous ne devriez pas rater certains problèmes néphro-urologiques que vous pourriez observer dans notre contexte local. Voilà, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou je demande aux assistants, au docteur Ngeleka, de m'envoyer vos questions. Et s'il y a des points que vous voulez qu'on développe encore, nous pourrions le faire dans une prochaine session. Donc, je vais arrêter le partage ici et on se reverra donc dans une autre session. Voilà. Eric, j'arrête. Oui, professeur, vous cliquez sur là où on écrit enregistrement, vous appuyez sur arrêter l'enregistrement. Vous mettrez fin à Ok, l'enregistrement. j'arrête le partage. On va aller sur enregistrement. Arrêter l'enregistrement.